Bonsoir à tous et à toutes. Nous continuons le volet économie en poursuivant le PIB. On est rendu à l'État, donc l'État et les finances publiques. Il y a deux écoles de pensée. L'État est lourd, inefficace et gourmand en ressources alors que l'entreprise serait souple, innovante et dynamique. Il y en a d'autres qui considèrent que l'État est comme le seul rempart contre les dégâts sociaux et écologiques causés par des entreprises obsédées par la recherche du profit. Fait qu'on voit clairement ces deux opinions, ces deux visions opposées. Le rôle du marché dans la satisfaction des besoins. Le marché est basé sur les entreprises, qui vendent des biens et des ménages qui les achètent. L'augmentation des besoins entraîne l'alimentation des prix et vice-versa. Et l'entreprise qui cherche à réduire ses coûts minimums se tournera vers les ressources les plus abondantes. C'est le but fondamental d'une économie efficace. Le marché et la production de biens collectifs. En ce qui concerne les biens collectifs, le marché ne remplit pas son rôle, car l'intérêt individuel va à l'encontre de l'intérêt général. Exemple, l'éclairage des rues. Il faut généralement que l'autorité, l'État, force les ménages à payer. L'État a tendance à prendre en charge la production de la plupart des biens collectifs. Secteur potentiellement en danger face à la mondialisation. À l'eau potable, la collecte des ordures, l'éducation, santé, déneigement. Il y a les externalités. Ça, c'est les coûts et les avantages négligés par le marché. Dans plusieurs cas, ceux qui prennent les décisions ne sont pas ceux qui en subissent les effets. On parle donc d'externalités. T'as les externalités négatives, c'est ce qui retire les désavantages d'une décision en n'assume pas eux-mêmes tous les coûts. Exemple, une usine de pâte à papier, c'est très polluant. Donc le producteur ne tient pas compte de la pollution, à moins que le gouvernement l'y force. T'as les externalités positives. C'est qui assument les coûts de décision n'en retire pas eux-mêmes tous les avantages. Mettons, exemple, Bombardier décide d'implanter une usine à pas n'importe quelle ville, là, et automatiquement la valeur des maisons de cette localité augmentera, sans aucun propriétaire aura fait quoi que ce soit. Les monopoles, parfois inévitables, sont souvent inefficaces. Permet de rationaliser la production et de diminuer les coûts, est en mesure de financer des projets de recherche hors de la portée des entreprises ordinaires, mais préfère vendre plus cher et produire une plus grande quantité que s'il était en concurrence. Et globalement, l'économie est donc moins efficace. Il y a trois solutions. T'as la surveillance qui peut être confiée à l'organisme public. L'État peut démanteler le monopole, ou sinon il y a la nationalisation. L'État est-il lui aussi imparfait? La prise en charge de l'État déresponsabilise l'utilisateur et réincite au gaspillage. L'État doit mettre en place des mécanismes de contrôle, surveiller le poids de camions, de transport et surveiller les élèves admis sous conditions. L'État exerce une influence sur l'économie par l'entreprise du budget, soit un budget fédéral, provincial ou même municipal. T'as les dépenses puis les recettes de l'État. Les dépenses, ça, c'est le financement des services. Tous les ministères, les paiements de transfert sur les BS ou l'assurance emploi. T'as l'intérêt sur la dette et capital s'il y a lieu. Les recettes, ça, c'est les impôts sur les revenus des particuliers, impôts des entreprises, revenus de placement, les facturations de certains services. T'as les impôts et la réduction des inégalités sociales. Fait qu'il existe deux grandes catégories d'impôts. T'as les impôts sur le revenu, ça c'est les impôts directs. T'as les taxes de rente, ça c'est les impôts indirects. L'impôt progressif, ça impose au ménage un fardeau fiscal de plus en plus lourd à mesure que les revenus augmentent. Fait que ça permet de réduire les écarts entre les familles riches et les familles pauvres. L'impôt progressif permet donc de soutenir la consommation en prenant l'argent dans la poche des plus riches pour la mettre dans la poche des plus pauvres. Des écarts de revenus excessifs peuvent nuire au développement de l'économie. Le déficit augmente la dette. La dette, c'est le cumul des déficits annuels. Donc, le revenu de l'État est plus petit que les dépenses de l'État. Sur qui pèse le fardeau de la dette? Il faut connaître le créancier. On devra lui verser. Le capital emprunté, verser des intérêts à chaque année. La dette, donc, un transfert de richesse. Il y a les contribuables. Il y a les citoyens qui ont prêté de l'argent à l'État, comme les bons du Trésor. Lorsque le gouvernement est endetté, on devrait donc dire que le peuple doit se charger de l'argent à lui-même. Mais il y a une concentration de la richesse au détriment de la classe moyenne. Lorsque la dette publique est extérieure, dans ce temps-là, il y a la fuite de capitaux, fait que le capital et les intérêts.
La dette externe comporte d'autres risques, comme finit par réduire la capacité d'importation, mais l'État à la merci des marchés financiers étrangers. Passons maintenant à la politique budgétaire. La politique économique représente l'ensemble des mesures prises par l'État pour stabiliser l'économie à court terme et favoriser sa croissance à long terme. La politique budgétaire concerne l'utilisation du budget de l'État. Fait que les impôts, taxes, aides gouvernementales de toutes sortes, pour amener la demande globale au niveau souhaité. Les leviers de la politique budgétaire, mais ça consiste à utiliser les dépenses publiques et les impôts pour influencer la demande globale. La conjoncture économique et la politique budgétaire. En équilibre de chômage, augmentation des dépenses et ou diminution des impôts, quitte à provoquer un déficit. Mais ça, on appelle ça la politique budgétaire expansionniste. En équilibre de plein emploi, diminution des dépenses et ou augmentation des impôts, quitte à provoquer un surplus. Ça, on appelle ça la politique budgétaire restrictive. Il y a certains programmes aussi qui sont stabilisateurs, sans intervention de l'État, comme mettons l'assurance chômage, l'aide sociale ou encore le système d'impôt progressif. T'as le mécanisme de la politique budgétaire. Il y a les subventions aux entreprises, augmentation des allocations chômeurs, dépenses d'infrastructures, remplacement d'équipements, embauche de fonctionnaires, etc. Les dépenses publiques sont un levier plus efficace que la baisse des impôts, puisque les dépenses peuvent être ciblées. En augmentant ces dépenses, l'État stimule les dépenses des autres agents économiques. Ce sont les retombées économiques de la politique budgétaire. Plus les fuites sont élevées, impôts ou impairs, moins les retombées économiques engendrées par la politique budgétaire sont fortes. La vision des économistes libéraux privilégie l'équilibre budgétaire en tout temps, c'est-à-dire les revenus égale dépenses. L'intervention de l'État est nuisible car le marché peut s'équilibrer tout seul. Les interventions de l'État créent des déficits répétitifs et gonflent la dette publique. L'État accapare une portion importante de l'épargne, ce qui fait augmenter les taux d'intérêt. Donc, la hausse de la dette publique fait augmenter les impôts des contribuables. Vision des économistes interventionnistes. Ils croient que la recherche de l'équilibre budgétaire annuel aggrave aussi bien la récession que la reprise. Le véritable objectif doit être la stabilité économique et non l'équilibre entre revenus et dépenses du gouvernement. L'État doit stimuler l'économie par des effets en période de récession et freiner l'économie par des surplus en période de plein emploi. L'État doit donc atteindre l'équilibre, revenu égale dépenses, sur le cycle économique et non sur une année. La politique budgétaire dans une économie mondialisée. Les investisseurs internationaux peuvent déplacer leurs capitaux vers d'autres pays. L'ouverture sur le monde diminue les retombées économiques de la politique de la relance par la demande. La dette publique diminue la marge de manœuvre du gouvernement. Si la dette est trop grande, les financiers internationaux demandent un budget équilibré. Selon le gouvernement est décoté. Augmentation des taux d'intérêt s'ils continuent d'être financés. Les politiques budgétaires sont scrutées à la loupe par des agences de cotation qui n'hésitent pas à baisser la cote de crédit du gouvernement lorsque la situation financière se dégrade. Les marchés financiers exigent l'équilibre budgétaire en tout temps. La relance en économie ouverte. Les retombées de la politique budgétaire peuvent être limitées. Importation. Les retombées sont à l'étranger, donc fuite de revenus. Il y a les impôts. Les retombées retournent au gouvernement. Et l'épargne ne crée pas de retombées. Deux conclusions. Plus un pays est ouvert sur l'étranger, moins la politique budgétaire est efficace. À cause des fuites. Un pays à économie ouverte qui applique une politique de relance de manière isolée risque de voir sa balance courante se détériorer. Donc, débalancement entre importation et exportation. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine pour davantage d'informations économiques.